Alors aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau cours, enfin une série de cours qui parlera donc de la notion de... Enfin, c'est la musique électro, globalement électro, c'est-à-dire basée sur un phénomène électrique ou électronique, et bien entendu son origine, ses conceptions d'origine. Donc on va comment dire, parcourir le XXe siècle dès ses débuts, avec bien entendu des compositeurs de différents bords, des musiques de différents styles, pour arriver justement aux toutes dernières innovations, en tout cas de la musique électronique dont on parle maintenant. On parle beaucoup de samples, d'éléments comme ça. On fait de la musique avec des samples. On a des milliers de sons enregistrés sur des banques de données, et on prend des sons et on reconstruit progressivement des formes musicales. On imite des sons, on imite je dirais, des percussions, des éléments, etc., qui sont issus de milliers d'éléments qui sont dans des banques de données que vous trouvez sur Internet, ou que vous pouvez vous-même vous construire d'ailleurs. Et sont ces musiques-là qui sont de plus en plus tendance, puisque même pour les compositeurs, je dirais, même de musique de film, à l'heure actuelle, la plupart travaillent maintenant à partir d'ordinateurs et donc de banques de données, et ces banques de données vont même jusqu'à avoir les sons d'orchestres existants. Vous avez les sons d'orchestre qui existent, d'orchestre symphonique, les cordes de tel orchestre, de telle ville, etc., etc. Et donc vous pouvez prendre un orchestre chez vous à partir simplement d'un montage informatique, ce qui donne après l'illusion d'avoir un véritable orchestre, ce qui n'était pas le cas, bien entendu, il y a encore quelques décennies. Donc voilà, la musique électro, ça suppose une petite relecture de l'histoire de l'art, et de l'histoire de l'art, parce qu'entre la fin du 19e et le début du 20e siècle se passe quand même un certain nombre d'éléments qui vont bouleverser la notion de la pensée artistique. Ne serait-ce que l'arrivée vers la fin du XIXe siècle. Donc en peinture, vous avez déjà les impressionnistes qui déjà ont impressionné énormément le public, ça sans jeu de mots, qui ont été plus ou moins compris au tout début. D'ailleurs, on a le premier salon d'exposition des impressionnistes. Mais juste après, on va glisser progressivement vers des tentatives d'abstraction liées à quelque chose qui apparaît et qui est relativement parallèle en musique, relié à la musique, on va dire, dite atonale. C'est-à-dire cette musique qui n'a plus de tonalité, qui n'a plus vraiment de mélodie a priori, ou d'harmonie, en tout cas, telle qu'on la connaissait jusqu'à présent. Cette donnée-là est liée en plus à l'apparition de quelque chose qui était presque à prévoir sur la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire le romantisme et l'idée de l'introspection de l'humain à l'intérieur de lui-même, dans ses dualités, dans ce rapport des dualités entre le bien et le mal, par exemple, que le romantisme met souvent en avant, l'idée du fantastique, l'idée de tous ces éléments, en fin de compte, qui touchent à une forme inconsciente de la psyché humaine, en fin de compte, vont donner lieu à l'apparition de la psychanalyse. Alors la psychanalyse, l'art abstrait, la musique atonale vont ouvrir ce XXe siècle, notamment par exemple avec des figures comme Arnold Schoenberg, donc le père de la seconde école de Vienne. Donc on n'est plus sur Haydn, Mozart, Beethoven, mais sur Schoenberg, Berg, Webern. Donc l'art abstrait. Alors Schoenberg, on peut l'associer en tant que musicien au peintre Kandinsky, Vassili Kandinsky, qui est un peintre russe donc, qui lance l'abstraction.
en partant, bien entendu, de la... en fin de compte, ils n'inventent pas l'abstraction du jour au lendemain, c'est-à-dire que c'est un lent processus de plusieurs années, c'est-à-dire ils peignent au départ réellement, comme les impressionnistes, quasiment des paysages, des éléments qu'ils voient, et puis qu'ils transforment progressivement, c'est-à-dire que le réel devient de plus en plus détourné, jusqu'au moment où le réel, quelque part, disparaît au profit d'un imaginaire abstrait. L'abstraction étant... je dirais, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais toute relative, parce que quand on regarde dans le réel l'infiniment petit ou l'infiniment grand, il y a quand même des formes qui sont, par rapport à notre réel quotidien, relativement abstraites dans le regard. Hein, l'infiniment petit est très abstrait, l'infiniment grand est très abstrait. Et donc il y a des éléments qui sont, en fin de compte, qui sont peut-être presque contenus, c'est-à-dire que l'abstraction est une forme de réel qui n'était pas encore connue à l'époque. Bon, on peut regarder des formes géométriques, on peut regarder des formes lyriques, comme Kandinsky savait les peindre. Et Schoenberg, donc, a beaucoup échangé avec Kandinsky sur le propos qu'il faisait la même pensée artistique. Ils avaient ce que l'un faisait en peinture, l'autre le faisait en musique. Et ils se comprenaient dans ce sens-là. Je vous invite à lire les lettres qu'ils s'échangeaient d'ailleurs dès le début du XXe siècle, en disant voilà, c'est Kandinsky qui écrit le premier à Schoenberg, en disant j'ai écouté un de vos concerts et je pense que ce que vous faites en musique, je le fais en peinture. Voilà, c'est très intéressant, et ils échangent, ils deviennent amis, ils se connaissent, et ça c'est assez important, et ça inaugure une grande partie de l'histoire de l'art et de la musique du XXe siècle. Parallèlement à ça, vous avez... après les impressionnistes, vous avez des gens comme Picasso qui vont ouvrir le propos, alors non pas d'une abstraction, mais d'une nouvelle figuration, ce qu'on appelle l'art figuratif, c'est-à-dire qui représente la figure, l'humain, l'homme, en fin de compte, la figure humaine, va être détournée par les influences extra-européennes, véhiculées dans les différentes foires, expositions universelles, en tout cas, qui ouvrent la culture sur le monde. Et Picasso va être un des premiers, dans la notion de figuration, à détourner la figure humaine, notamment avec, en 1908, par exemple, Les Demoiselles d'Avignon, que vous connaissez certainement hein, de nom visuel, qui est un tableau assez immense, d'ailleurs qui est assez grand, hein, qui est assez imposant, et qui a fait scandale au départ, parce qu'on pensait que Picasso avait un peu peut-être perdu la raison, quelque part. Hein. Il sortait de sa période bleue, rose, etc., et tout d'un coup, ceci dit, il n'a pas fait ça du jour au lendemain non plus, puisqu'il y a eu, pendant des mois, il a fait des études autour d'eux, et il y a plein de tableaux, de dessins préparatoires, d'éléments, etc., qui vont constituer les Demoiselles d'Avignon. Et donc, il y a toute une étude qu'il a faite sur cette idée de ce qu'on va appeler le cubisme, c'est-à-dire de détourner la vision de la figure sous différents angles simultanément. C'est un peu ça, le cubisme. Et donc, si on devait associer musicalement le travail d'un Picasso autour du cubisme et un musicien, je pense que la figure de Igor Stravinsky devient incontournable. Stravinsky et Picasso ont non seulement travaillé ensemble, mais je pense aussi que rythmiquement et harmoniquement parlant, au niveau de la polymodalité, de la polytonalité, de la polyrythmie de Stravinsky, on peut juger cette musique aussi cubiste. Et j'en veux pour preuve que 5 ans après 1908, en 1913, le 28 mai 1913, je crois que c'est 29 mai 1913, la création du Sacre du Printemps, qui est une œuvre aussi phare du XXe siècle, va aussi être une forme assez scandaleuse de nouvelle musique. Donc là, le XXe siècle inaugure deux grands courants, donc l'un étant l'abstraction, et qui continue d'ailleurs à exister, et l'autre étant la figuration. Donc le figuratif et l'abstrait se combattent comme une espèce de dualité tout à fait manichéenne. Mais ce n'est pas là
ce n'est pas à cet endroit-là, en tout cas, que vont se passer les éléments qui vont devenir de la musique électro. Ce n'est pas ni d'un côté sur l'abstraction, ni d'un autre côté sur le figuratif. Il va y avoir un troisième élément qui va se greffer en la personne d'un plasticien aussi qui s'appelle Marcel Duchamp. Et Marcel Duchamp est peintre au départ, plasticien, se cherche énormément au début du XXe siècle. Et nous sommes dans une époque où la révolution industrielle, la fabrication de l'objet manufacturé en grand nombre, en reproduction, on n'est plus dans l'artisanat et l'unicité de l'objet, mais on est dans une reproduction de masse, va influencer plusieurs artistes. Marcel Duchamp va être un des premiers à utiliser un objet déjà constitué, déjà fait, qui existe en dehors de lui, qu'il ne fabrique pas, enfin, ou très peu, on va dire, en ce sens qu'il l'appelle, cet objet-là artistique, il appelle ça un ready-made, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà fait. Ready-made, déjà prêt, déjà fait. Et le premier ready-made de Duchamp arrive l'année où Stravinsky crée son Sacre du Printemps. 1913, vous avez un premier objet artistique qui décontenance complètement, je dirais, et qui décrédibilise quelque part toute l'histoire de l'art, puisque nous en sommes à ceci. Voilà, je vais vous le chercher. Voilà. 1913, vous avez cet objet-là, la roue de bicyclette. Donc, ce n'est pas Marcel Duchamp qui fabrique la roue de bicyclette. Il va prendre une roue, donc de bicyclette, et il va la fixer sur un tabouret. Un petit tabouret tout simple. Donc, c'est une forme de ready-made. Sauf que, bon, il a quand même fixé la roue sur le tabouret. Mais il n'a ni conçu le tabouret, ni la roue. Et ça bouleverse quelque part la pensée artistique de l'époque, c'est-à-dire tout d'un coup, nous sommes en face d'un objet que nous reconnaissons, mais dont Marcel Duchamp le transpose comme œuvre d'art. Et donc, qu'est-ce qu'il met en avant? Ce n'est pas la fabrication qu'il met en avant, mais bel et bien l'idée qui est plus importante que la fabrication. L'idée de mettre en avant une œuvre d'art est plus importante que sa propre fabrication. Et là, on rentre dans une troisième dimension assez essentielle et qui va influencer tout l'art contemporain, je dirais, jusqu'à nos jours, qui est là un art conceptuel. La conception de l'idée de l'œuvre d'art est plus importante que la fabrication, la réalisation, voire le savoir-faire. On n'est plus dans le savoir-faire puisque, en fin de compte, l'objet est déjà fait. Nous verrons avec quel musicien j'associe Marcel Duchamp un peu après. Alors Marcel Duchamp est né en 1887. 1887, pour le situer, il est né 4 ans après la mort de Wagner. Il est né un an après la mort de Liszt. Vous voyez, donc Duchamp, 1887, il est vraiment sur le dernier quart du XIXe siècle et il va apparaître comme étant une personnalité assez incontournable du XXe siècle, puisqu'il va avoir des résonances jusqu'aux États-Unis. Et les États-Unis vont comprendre l'art conceptuel tout à fait, d'une manière tout à fait efficace, puisque à partir des années après de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, c'est les États-Unis qui vont avoir un aura assez particulier sur le monde entier en termes d'art contemporain, de peinture, etc., avec les drippings de Pollock, par exemple, ou Jasper Jones qui reproduit en peinture le drapeau américain, ou Rauschenberg qui mélange le tout, c'est-à-dire il mélange des photos, de la peinture, des objets sur la même toile. En fin de compte, il y a l'influence de Duchamp dans le monde de l'art. Voilà, c'est un peu tout ça. Et on va arriver, bien entendu, au pop art, où quelqu'un comme Andy Warhol va reproduire des boîtes de soupe, va reproduire des icônes à l'infini. En fin de compte, c'est l'influence aussi de Marcel Duchamp,
Tout cela, c'est une influence très comprise, en tout cas conceptuelle, même s'il y a de la refabrication derrière, mais il y a l'influence de Marcel Duchamp. Alors, ce Marcel Duchamp fait, on est en 1913 là, en 1914, il fait un vrai ready-made cette fois-ci. C'est un porte-bouteille. Voilà, porte-bouteille, 1914. On est compte de la révolution, hein, artistiquement parlant. On a encore les impressionnistes qui sont vivants. On a Picasso, on a tous les mouvements de peinture sont là. Et Duchamp va être associé à ce qu'on va appeler une forme artistique qu'on appelle le dadaïsme, qui est une forme de, on va dire, de remise en question de l'histoire de l'art, voire de moquerie sur l'histoire de l'art. Et Duchamp va être entre le surréalisme et le dadaïsme, va trouver un chemin qui est beaucoup plus sobre que les dadaïstes en général, qui sont assez excentriques. Duchamp n'est pas un excentrique. Duchamp réfléchit et va rentrer profondément dans une nouvelle forme de philosophie artistique qui est cet art conceptuel, le porte-bouteille. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je détermine qu'en le prenant et en le mettant dans un musée, ça devient une œuvre d'art. Oui, c'est la conception. Là aussi, il peut aller dans un musée. Mais exactement, mais ça c'est trop tard. Oui. C'est trop tard. On est en 2024, c'est trop tard. On va dire, oui, tu copies là. Ben oui, tu copies, forcément. Et oui, parce que je dis, ben, n'importe quoi, ça aussi c'est une œuvre d'art, ça aussi, n'importe quoi. Tu prends un effet, ben, c'est une œuvre. Oui, mais voilà, on est en 1914 là. Ça, c'est quand même, tout est particulier. Vous vous rendez compte, vous avez Picasso, Matisse, Renoir, ce sont des gens vivants qui vont qui vont regarder ce genre de choses, qui vont peut-être certainement pas tout comprendre. Certains vont même refuser ou rejeter. Mais par rapport au public, ça aussi, ça crée une forme, un hiatus complet. Je veux dire, là, on se dit, oh là, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'on nous prend pour des imbéciles? Est-ce que c'est une forme réellement de provocation pure, etc. La preuve que non, c'est que le XXe siècle, je veux dire, Duchamp a été digéré sur la deuxième moitié du XXe siècle réellement, et on commence à développer des formes de plus en plus conceptuelles. Il y a un art conceptuel dans les années 60, réel, puis cet art conceptuel va se mélanger avec les deux autres pans de l'histoire de l'art, qui sont l'abstraction et la figuration. Et maintenant, vous avez dans les formes d'art contemporain, vous avez un peu de tout mélangé. Vous avez l'objet qui est repensé, l'objet qui devient presque même spectaculaire. Regardez Jeff Koons, avec je ne sais pas moi, son chien gonflable là, en bronze, repeint, enfin, vraiment super, qui peut être énorme, ou ces fleurs qu'il a exposées là, qui sont à Paris, je ne sais plus dans quel quartier de Paris, ces fleurs gigantesques qui sont, on peut dire, peut-être d'un bon goût, d'un mauvais goût. En tout cas, j'aime pas tout de ce que fait Jeff Koons, mais bon, il a été un des premiers à exposer des ballons de basket et des aspirateurs. Hein. Bon, voilà, hein, ça c'est l'influence de Duchamp, et on est sur la fin du XXe siècle. Donc, on est dans quelque chose qui est un bouleversement, et dont l'objet qui est déjà là est une représentation tout à fait significative. Bien entendu, l'objet le plus célèbre de Duchamp, en 1917, c'est celui-là. Regardez. Voilà. Il est pas mal celui-là. Hein. Mais il signe Hermuth, il ne signe pas Duchamp. Hein, voilà. Il met 1917. Et il n'appelle pas ça urinoir, il appelle ça fontaine. Ce qui décale l'objet. Hein, quelque part. Il y a un côté légèrement surréaliste. Voilà, et c'est là. Pas Duchamp. Alors, ça, c'est assez. On peut aller assez loin. C'est-à-dire qu'il aimait bien, en fin de compte, avoir des formes d'alter ego. Étant donné qu'il s'appelle Duchamp, qui prend l'objet urinoir et qui le transforme en fontaine, lui-même Duchamp se nomme autrement. Voilà, il y a une espèce de transposition
Des fois, il s'habille en femme, par exemple, et il se nomme Rose, c'est la vie. Voilà, c'est tout Duchamp est là, en fin de compte. Vous avez le... Enfin, il faut regarder un peu tout son parcours et tout ce qu'il a créé, en fin de compte, parce qu'il n'y a pas que des ready-made après. Il va devenir à la fois un joueur d'échecs, il va créer des formes de micro-performances comme ça, où il va créer des rotoreliefs, vous savez, ces éléments où vous tournez, où ça fait un effet en mélangeant les couleurs, vous tournez une toupie, voilà, les rotoreliefs qui donnent une illusion voilà, de couleurs, etc. etc. Il n'y a pas que ça, mais... Donc entre le nu descendant l'escalier qui est marqué là, en 1912, et 1917, cette révolution-là, je rappelle quand même qu'en 1917, il y a une autre forme aussi de révolution qui se passe du côté de la Russie. Au-delà de la révolution russe, vous avez quand même un des peintres les plus significatifs du début du XXe siècle qui s'appelle Malevich, Kazimir Malevich, et qui invente pour lui une forme qui est le suprématisme en art, dans lequel vous avez, non seulement il a développé des formes hyper simples, carré noir sur fond blanc, cercle noir sur fond blanc, des formes comme ça, vraiment alors aussi simples que ça, qu'il appelle suprématiste, et il va arriver justement en 1917 avec le carré blanc sur fond blanc. Et le carré blanc sur fond blanc, il est visible, parce qu'il est peint, le carré est peint d'une certaine manière et le fond est peint d'une autre manière. Donc il y a vraiment un geste de peinture. Sauf que Malevich enlève l'idée presque de représentation. Qu'est-ce que la peinture représente en fin de compte? Et là aussi, il y a une forme, je dirais presque, qui reste de la peinture, mais il y a une forme conceptuelle derrière, qui n'a rien à voir avec Duchamp, ceci dit. Mais vous voyez, tout se passe là, à cette époque-là. Il y a une espèce de plus qu'un tremblement, il y a une sorte de révolution qui est en train de naître et qui bouleverse réellement la perception de tout un public et aussi les professionnels, les artistes, etc. etc. Donc tout ça est assez important. Donc pourquoi je vous parle de Duchamp? Parce que, en fin de compte, on va y arriver à la musique. À partir du moment où l'art plastique utilise l'objet déjà fait, l'objet manufacturé, l'objet qui est industriel, fabriqué en grand nombre, etc., pourquoi ne pas utiliser, au-delà de l'histoire de la musique, les instruments de musique bien entendu, pourquoi ne pas utiliser aussi des objets, comme objets sonores? Ah, l'objet sonore. Et d'après vous, qui serait le premier à utiliser des objets sonores qui sont au-delà des instruments de musique, on va dire avec la modernité qui va avec, et qui créera un ballet en 1917. 1917, tiens, c'est bon, vous avez tout tourné en même temps, au Théâtre du Châtelet, à Paris, un ballet, donc la musique sera de ce monsieur-là, la scénographie sera de Picasso, le livret, c'est Jean Cocteau, tout le monde s'inspire plus ou moins d'une œuvre de Georges Seurat, qui est aussi un courant qu'on appelle le pointillisme. Alors, Georges Seurat qui s'appelle le cirque. Ça vous amène à quelque chose, une œuvre, non? Alors, créé le 18 mai 1917, précisément. Théâtre du Châtelet, 18 mai 1917. Et pour le compositeur, c'est le lendemain de son anniversaire, parce qu'il est né un 17 mai. Et donc, il a 51 ans. Et qui est ce monsieur? Ce monsieur qui est né 21 ans avant Marcel Duchamp. Vous le connaissez tous. 1866. L'année de naissance de Kandinsky, d'ailleurs, aussi. Tiens, c'est... Alors, c'est qui? Bon, je ne fais pas de quiz trop longtemps non plus. Erik Satie. Mais oui, Erik Satie. Et le 18 mai 1917 va être créé donc au Théâtre du Châtelet cette commande qu'il a eue, et c'est la première fois qu'il écrit vraiment pour un ensemble aussi important, un orchestre, c'est Parade. Parade.
Et oui, il imagine une forme de cirque itinérant qui s'installe en pleine rue à Paris, dans un grand boulevard, etc., dans lequel des personnages surgissent, et donc mis en scène donc, avec les décors de Picasso, le livret de Cocteau, puisqu'il y a de la parole, et puis bien entendu, il y a de la danse, et la danse, c'est Léonide Massine qui crée la chorégraphie, et bien entendu, ce ballet, au-delà de la musique, qui inclut d'ailleurs, parce que pour la première fois, un ragtime pour orchestre, dans un orchestre, ragtime, donc ils influencent donc aussi des expositions universelles, donc du jazz qui débarque aussi en Europe. Cette œuvre-là va créer un scandale, bien entendu, et je vais vous montrer pourquoi, parce que Erik Satie, dans l'œuvre, dans ce cirque, va imaginer de faire rentrer aussi des objets sonores. Au-delà des musiciens, au-delà des cordes, au-delà des vents, au-delà des percussions, il fait rentrer des objets sonores. Alors, un objet sonore significatif, par exemple, la machine à écrire. La machine à écrire rentre dans le ballet parade, donc dans l'orchestre. Je vais vous en donner un tout petit exemple. Voilà, Erik Satie. Voilà un petit extrait de parade avec le passage de la machine à écrire. Vous allez voir le monsieur qui joue de la machine à écrire, juste dans quelques instants. Et là, ça commence à rentrer d'une manière très bizarre dans la tête du public. C'est-à-dire, on se dit, mais il nous prend vraiment pour des imbéciles. Qu'est-ce que font ces objets-là sonores au milieu des instruments nobles, bien entendu, de l'orchestre? Alors, attendez, hop, j'y arrive. Toc, parade, 1917. Il y a des clappements de mains. Alors, écoutez là, voilà. Machine à écrire. Voilà. Dans un contexte relativement parade, hein, entre la musique de cirque, la fanfare, la marche, etc., etc. Mais l'objet sonore entre dans l'orchestre, et c'est assez intéressant de voir que ça te dérange. Forcément, ça dérange. L'objet, qu'est-ce que fait une machine à écrire? Et pourtant, ça nous paraît logique, nous. On est au XXIe siècle, qu'un objet sonore, parce qu'il sonne, et s'il y a quelqu'un qui fait un rythme avec ça, forcément, on peut s'en servir d'un objet sonore. Vous pouvez taper sur une table, ça peut déjà être intéressant, musicalement parlant, on va dire. Hein. Mais Satie n'introduit pas qu'une machine à écrire. Imaginez qu'il introduise des pistolets. Imaginez qu'il introduise des sirènes. Et imaginez qu'il introduise aussi un jeu de bouteilles. Et là, on commence à rentrer dans le scandale. Alors, j'ai des tout petits extraits. Alors, ça, c'est très très court, parce que vous avez les pistolets, etc., etc. Et puis après, vous allez avoir la réaction. En fin de compte, il va y avoir des critiques musicaux qui vont casser l'œuvre, mais alors en grand, etc. Et vous allez voir les réactions de Satie, parce que c'est assez étonnant, parce qu'il devient légèrement grossier, Satie, parce qu'il écrit des petites cartes postales en retour, voilà. Et c'est très intéressant. Alors j'ai trouvé ça dans un tout petit reportage. Donc les machines à écrire, où est-ce qu'il est? Ah ouais, c'est juste avant, en fin de compte. Voilà, un peu plus bas, l'histoire de parade. Voilà, alors ici, vous avez les pistolets. Moi, Cocteau, en rythme. Avec parade. Alors, et un peu plus loin, je vous montre encore, c'est très court, mais c'est quand même très significatif. C'est à 3 minutes 12 et quelques. Bon, je vous le mets là. Toc, voilà. Mais la musique de Satie va vite déplaire.
Est-ce à cause des machines à écrire Machines que à vous demandez écrire. intégrées à l'orchestre, à cause des sirènes, de la roue de loterie, du claquoir, du revolver? Les gens hurlent, sifflent, se déchaînent. Je le tiens, mon scandale. Qu'est-ce que j'entends dans la salle? Bosch, qu'ils partent au front embusqués. Ou encore, Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants. Si j'avais cru que c'était si bête, j'aurais amené les enfants. Ça, c'est un principe fabuleux d'éducation, n'est-ce pas? C'est tellement bête qu'on aurait bien amené les enfants, vous voyez, pour les faire un peu évoluer, bien entendu, etc. Alors, vous avez vu, hein, c'est très court, mais vous avez les sirènes, il y a une roue de loterie à un moment, il y a ces pistolets comme ça qui entrent en jeu, la machine à écrire et tout ça. Vous imaginez que forcément, il y a un remous, ça va faire scandale. Et regardez donc, par la suite ce que vont dire les critiques, donc voilà. Satie est tellement vexé par certaines critiques qu'il envoie des cartes postales à l'un de ses auteurs, son ennemi, Jean Pouègue. Je viens de les retrouver, écoutez. Monsieur, vous êtes un cul. Et un cul sans musique. Voilà. L'autre, carte postale. À monsieur Jean Foutre Pouègue, célèbre gourde et compositeur des andouilles. Vilain cul, je suis ici d'où je t'emmerde à tour de bras, Éric Satie. Voilà. Voilà, tout ça Parade sur ce est ballet. une farce acide qui mêle le cirque, la foire, le music-hall, le cinéma muet, de l'avant-garde, rien d'autre. Et c'est moi qui l'ai orchestré. Le public n'a pas compris Parade? Ce ne serait pas la première fois. Lorsqu'une œuvre semble en avance sur son époque, c'est simplement que son époque est en retard sur elle. Voilà, le bouteillophone. Voilà. Ah, vous avez donc vu à peu près tous les éléments scandaleux de Parade et les réactions de Satie, qui avait une personnalité quand même très bien ancrée et qui n'hésitait pas justement à ne pas se laisser marcher sur les pieds, justement par les critiques ou par d'autres musiciens d'ailleurs de l'époque. Hein. J'en veux pour preuve, je vous rappelle que Satie avait créé sa propre église. Vous savez qu'il était aussi religieux. Au départ, il était rosicrucien, il était dans le membre des Rose-Croix, comme Debussy d'ailleurs. Debussy a été aussi membre des Rose-Croix. Mais dans sa jeunesse, Satie était membre des Rose-Croix et il a abandonné les Rose-Croix pour créer sa propre église qu'il a appelée Église métropolitaine d'art de Jésus conducteur, dont il était le seul représentant. Il était le parcier de son église. Et sous la personnalité du parcier, il écrivait quelques lettres à des personnalités en disant voilà, il signait donc Éric Satie, parcier de l'église métropolitaine d'art, et il détestait la musique de Reynaldo Hahn, par exemple. Reynaldo Hahn, qui est un peu à l'origine de quelque chose qui est entre le cabaret et les premières comédies musicales, les premières formes d'opérette, même en dessous, en fin de compte. Alors, Reynaldo Hahn, c'était un peu ça, et Éric Satie, un jour, a écrit un dollar, Monsieur Reynaldo Hahn, en tant que représentant de mon église et tout ça, je peux vous affirmer que votre musique est purement de la merde. C'était, et point final, il signait Éric Satie. Ça, c'est en fin de compte, c'est tous les combats que l'on peut trouver, les combats intellectuels, bien entendu, mais les combats de personnalité qu'on trouve au début du XXe siècle. Hein. Ce remue-ménage, bien entendu. Donc, l'idée même de l'objet sonore que vous avez donc, que Satie introduit dans l'orchestre, bien entendu, c'est quelque chose qui ouvre sur une modernité tout à fait différente. On prend l'objet sonore. Alors, maintenant, ceci dit, je vais vous donner 2-3 exemples. Ce n'est pas la première fois quand même dans l'histoire qu'on a l'utilisation d'objets qui sont légèrement décalés par rapport à la noblesse des instruments classiques, d'un orchestre symphonique, quel qu'il soit. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous revient en tête, ou quelque chose que vous n'avez pas et qui vous interroge? Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez quelque chose qui vous revient en tête quant à l'utilisation d'objets? Je recule un tout petit peu, 1903-1904. Alors, ce n'est pas non plus exceptionnel, c'est un effet qui est donné. Mais regardez par exemple la 6e symphonie de Gustav Mahler. 6e symphonie. 3e mouvement,
Non, pas forcément dans le troisième mouvement, dans un des mouvements. Dans le troisième mouvement, il y a autre chose. Voilà, dans la sixième symphonie, un effet que Gustav Mahler veut absolument, qui est un effet d'un grand coup de marteau, pour souligner une percussion forte à un moment crucial de l'orchestre. Alors voilà ce que ça peut donner. Attention. Voilà. Voilà. Moment puissant, spectaculaire, hein, ceci dit. Regardez ça. C'est un truc fou. Voilà. Cette musique, Mahler utilise un effet, je veux dire surchargé, une surpercussion quelque part, quelque chose qui donne encore plus d'ampleur, et qui est donné comme ça un peu partout dans le monde, le hammer, le marteau, ce coup de marteau qui est un marteau géant, bien entendu, hein, qu'on aurait pu très bien trouver dans Erik Satie, dans Parade d'Erik Satie. Et un autre effet, alors qui est légèrement plus subtil, celui-là, c'est toujours dans la sixième symphonie. Il y a un effet sur le troisième mouvement, je ne sais pas si vous allez l'entendre, qui est assez naturaliste d'ailleurs, hein. Il décrit un petit peu la nature qui l'environne. Je vous rappelle juste que Mahler, quand il composait, c'était essentiellement l'été au bord d'un lac en Suisse, et donc il était environné de montagnes, d'éléments, et donc quand il entendait une flûte de berger ou quoi que ce soit, il l'introduisait dans sa symphonie, hein. Alors bien entendu, de là à introduire un objet sonore tout à fait particulier des montagnes suisses ou voire alpines, enfin des montagnes, des basses montagnes, hein, on va dire, pas des hautes montagnes. Est-ce que vous allez entendre dans ce passage-là un son légèrement plus raffiné, mais tendez bien l'oreille. Vous entendez là? Vous avez entendu? Vous n'entendez pas là? Ah, il faut tendre l'oreille. Parce que c'est quand même pas si courant, hein. Je le remets juste un peu avant. Écoutez bien, parmi les instruments, oui. Vous entendez bien comme une espèce de truc qui est... Hein? Ce sont des cloches de vache. Comme s'il y avait un troupeau de vaches qui passait, et vous entendez ces cloches là, qui sonnent comme ça au milieu, donc qui illustrent cette musique relativement justement naturaliste, assez champêtre, hein. On peut parler là d'une illustration. Mahler décrit le monde quelque part à travers ses symphonies, non seulement le monde extérieur, mais son monde intérieur aussi, hein, son monde existentialiste, mais le monde extérieur qu'il côtoie quand il écrit, et donc tout rentre. Je veux dire, Mahler est une sorte de musicien qui a compris, en tout cas, l'entrée dans le XXe siècle, qui l'a compris en étant universel, c'est-à-dire en ne hiérarchisant plus les éléments ni stylistiques de la musique, ni même, on va dire, formels de la musique. Il part dans des choses à la fois sophistiquées, des fois très simples, des formes de pulsations hyper primitives des fois, des rythmes ou des mélodies très simples, mais en introduisant aussi des effets comme des cloches de vache sur sa sixième symphonie, ou ce grand coup de marteau qui est assez spectaculaire. Donc là, c'est moins, comment dire, c'est moins provocateur, on va dire, que chez Erik Satie, bien entendu, hein.
Mais si je remonte un peu plus loin, au XVIIIe siècle, tiens, vous n'avez pas un souvenir de quelque chose qui utilise des objets qui ne sont pas forcément très courants dans un orchestre, on va dire l'orchestre symphonique d'époque, hein, c'est l'orchestre, on va dire l'orchestre mozartien. Vous avez 25 musiciens qui jouent, mais en même temps... L'appareil pour simuler le vent? Alors ça, c'est un élément de théâtre, ça. Ça, c'est des éléments de théâtre, après, qu'on peut utiliser, par exemple, vous les avez dans un poème symphonique de Richard Strauss, je crois que c'est Till Eulenspiegel, où il y a un moment, il y a un effet, il y a la machine qui est utilisée dans le théâtre pour symboliser le vent. Oui, alors par exemple, ça c'est pas mal aussi. Hein, mais il y a une toute petite symphonie. Regardez, je vais vous faire écouter cette petite symphonie. Hop! Bon. Voilà. Bon, etc., etc. Bon, vous voyez, c'est tellement idiot qu'on peut amener les enfants, là. Hein. Là, c'est certain, c'est une symphonie des jouets. Donc, on prend des jouets, on joue avec l'orchestre, etc., etc. Alors, cette symphonie a été attribuée au départ à Joseph Haydn. Et puis, on s'est dit, non, c'est pas possible celui, parce que c'est pas répertorié dans ses écrits ou quoi que ce soit. Donc, on l'a attribué au père de Mozart, Léopold de Mozart, et pas Wolfgang Amadeus, donc au père de Mozart. Et puis, en fin de compte, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un moine bénédictin du XVIIIe siècle, qui s'appelle Edmund Engerer, qui a composé cette musique-là, en tout cas à la base de plusieurs analystes qui se sont vraiment penchés sur cette partition, parce qu'on ne sait plus, il y a d'autres analystes qui disent, oui, mais alors il y a Léopold qui a recopié cette partition et qui se l'est appropriée, et l'autre il dit, non, c'est Edmund Engerer qui a recopié la partition de Léopold et qui se l'est appropriée. En fin de compte, la réalité, ça serait plus ce moine bénédictin qui aurait créé cette symphonie des jouets. Comment s'écrit Engerer? C'est Engerer, A-N-G-E-R-E-R. Edmund Engerer, moine bénédictin. Né en 1740. Décédé en 1794. 1740, Haydn a 8 ans. Et Mozart naîtra 16 ans après. Voilà, c'est pour le situer sur le XVIIIe siècle. Donc, symphonie des jouets, voilà. Mais là, on est en rapport avec un jeu lié à l'enfance aussi, quelque part. Hein. C'est pas la même forme de provocation. Là, on a le côté ludique, bien entendu. On n'est pas sur ce XXe siècle qui s'annonce en fin de compte assez bouleversant, parce que on va chercher à faire évoluer la pensée artistique par tous les moyens possibles. Et donc, l'objet va être un des éléments incontournables d'une nouvelle forme artistique, qu'elle soit musicale, qu'elle soit plastique, voire même, on va dire, chorégraphique ou quoi que ce soit. Hein. Quand vous avez Merce Cunningham au XXe siècle qui danse avec une chaise attachée dans le dos, c'est pas très confortable, n'est-ce pas? Mais bon, il a un objet avec lui. Et il danse donc avec ce côté, je porte l'objet sur moi, l'objet va m'encombrer, donc je ne peux pas faire tout ce que je veux. Et donc la chorégraphie va être influencée par l'objet lui-même, par exemple. Bien. Nous en sommes là. Nous avons donc Erik Satie, qui meurt en 1925, malheureusement, année de naissance d'ailleurs de Pierre Boulez ou de Luciano Berio. Satie a introduit l'objet sonore dans l'orchestre. Mais il y a en même temps un autre courant qui est en train de naître au début du XXe siècle. Et il y a un écrit par rapport à ce courant qui va naître au
XIXe siècle, et c'est un plasticien, on va dire plasticien et musicien, qui a pour nom Luigi Russolo. R-U-2-S-O-L-O. Luigi Russolo. Je vais le mettre un peu à l'italienne, comme ça. Luigi Russolo, qui va appartenir à un courant qu'on va appeler le futurisme. Ah, les futuristes. Qu'est-ce qu'ils font, les futuristes? Ils amplifient, en fin de compte, ce que tout le monde vit à cette époque-là, c'est-à-dire, bien entendu, l'industrialisation, la forme dite industrielle, donc le bruit, mais aussi la vitesse, l'accélération du temps, l'accélération de la vie humaine, une accélération dans le sens où tout le monde se précipite, la notion où le travail devient répétitif, pour la plupart, notamment lié aux industries de fabrication. Toutes ces données-là, il va à la fois les traduire en peinture. Alors Luigi Russolo, voilà ce que je vais vous montrer qui c'est. Satie, vous le connaissez, mais Luigi Russolo, c'est important de voir sa tête. Le voilà, c'est lui, Luigi Russolo. Voilà, lui, il est né en 1885, comme c'est écrit là. 1885, donc 2 ans avant Marcel Duchamp. Vous voyez, quand il est né, Liszt était encore vivant. Et donc, il meurt en 1947. Voilà, alors que Marcel Duchamp meurt en 1968, lui. Donc, il meurt en 1947, mais il va imprimer une nouvelle forme, justement, à la fois de peinture liée au futurisme, donc l'accélération, la mécanique, enfin, tout ce qui est relié à cette idée du futur, en fin de compte, d'un futurisme vécu en temps réel. Et vous avez donc les images de peinture. Alors, je vais vous montrer des images de peinture de... Voilà, par exemple, et l'appellation aussi. Voilà, une peinture comme celle-ci, si vous la voyez bien, qui se nomme « Synthèse plastique des mouvements d'une femme ». Avec à la fois une conception, et vous avez... c'est un peu comme le nu descendant l'escalier de Duchamp, d'ailleurs. Vous avez un corps qui est reproduit de plusieurs manières en même temps pour montrer le mouvement, en fin de compte. Donc, synthèse plastique, forcément, parce que c'est cadré sur une seule toile, tout cela, des mouvements d'une femme. Mais en même temps, vous avez ce genre de peinture, par exemple celle-ci, solidité du brouillard. C'est joli comme forme d'appellation. Voilà des toiles futuristes, ou encore dynamisme d'une automobile, celle-ci là-bas. Alors que là, ça date, vous voyez, c'est 1912, 1911, etc. Alors que 1909, regardez l'autoportrait avec crâne, on est encore quelque part dans l'imagerie du 19e siècle, c'est-à-dire le côté post-romantique. Vous voyez, et il dérive vers vraiment une autre forme de représentation. Et c'est en 1913, parce qu'il a fait de la musique, Luigi Russolo, il a fait du violon. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il étudie le violon, et puis il a tendance à abandonner l'instrument pour faire beaucoup plus de peinture, influencé par exemple par des gens comme des personnes comme Odilon Redon, par exemple, dont il admire la peinture. Il va donc se développer tout un aspect donc très pictural à partir justement de toiles faites avec la peinture à l'huile, mais pas que, puisqu'il va écrire un manifeste quelque part en 1913, donc année de création du Sacre du Printemps, année de création, le premier ready-made de Duchamp, etc. Un manifeste qui s'appelle « L'art des bruits ». Et qui va influencer un certain nombre, c'est plus les écrits d'ailleurs que ces actes musicaux ou sonores, on va dire, qui vont influencer, en fin de compte, ces écrits vont influencer un certain nombre de personnes par la suite, jusqu'à même des groupes rock, dont on parlera un peu plus tard, je pense, puisqu'on va passer de la musique bruitiste, ça va influencer sur les musiques qu'on appelle industrielles, qui sont qui sont nées dans les années, on va dire 70-80, la notion de musique industrielle. Je pense à un groupe comme Kraftwerk, par exemple. Kraftwerk, la force du travail, ça veut dire, en allemand. Kraftwerk, le travail de la force ou la force du travail.
c'est déjà un groupe avec les notions d'industriel, c'est-à-dire on fait entrer un son qui vient plutôt de l'industrie plutôt que de l'instrument de musique traditionnel. Lui, il va inventer, alors on va le voir un peu plus près là, à ce moment-là, un instrumentarium qui s'appelle Intonarumori. Intonarumori qui voudrait dire, faiseur de bruit. Globalement, ça serait ça. Et voilà donc à quoi ça ressemble à cette époque-là, parce qu'on est quand même dans quelque chose de complètement nouveau. Voilà par exemple, je vais vous montrer, voilà. Alors ceci, c'est donc Intonarumori e strumenti, donc il y a ces Intonarumori, ces faiseurs de bruit avec instruments, une sérénade. Voilà ce que ça donne avec le son de l'époque, et voilà. Voilà, etc., etc. Enregistrement de 1924, là. Hein. Vous avez un son un peu, forcément, et c'est un son de 1924. Mais vous avez déjà cette tentative de dire, voilà, vous avez des machines, une espèce de machines qui font du bruit, parce qu'il rêve dans l'art des bruits, et il dit même, musicalement parlant, on composera, ou on fera de la musique avec des machines, certainement, dans l'avenir. Il ne s'est pas trop trompé, hein, n'est-ce pas? On est vraiment dedans. Hein. C'est même presque incontournable. Maintenant, vous n'avez pas de machine, vous n'êtes même plus musicien, c'est même pas la peine. Quoi, hein. Donc, on en est là. Et regardez un autre extrait, donc, aussi d'époque, donc Riveglio di una città, le réveil d'une ville, hein, avec die Kunst der Geräusche, ça veut dire l'art des bruits. Hein. Ça fait partie de ce manifeste, mais vous allez écouter le son réveil d'une ville. Voilà ce que ça donne. Etc., etc. Vous avez vu que là, on va beaucoup plus loin que le parade de Satie. Là, on est dans quelque chose qui devient, en fin de compte, c'est une abstraction quelque part. Et pourtant, c'est à partir d'objets, enfin, ce qu'on entend comme bruit, ce sont des éléments qui nous sont familiers. Ce n'est pas des bruits de l'autre monde, hein. Ce sont des bruits qui imiteraient, en fin de compte, les mouvements d'une ville, les mouvements d'un moteur, les mouvements de raclement, enfin de tout ce qui est machine, en tout cas pour l'époque, et amplifié. Alors vous voyez que c'est fabuleux, parce que ce dispositif-là, quand vous voyez ces installations-là, ce sont des machines qui produisent par l'électricité, avec des grands haut-parleurs, qui produisent des effets de raclement, des effets de frottement, des effets de... Et donc, vous pouvez les avoir, en plus, alors modernisés dans un musée. Est-ce qu'on peut les avoir? Voilà, dans un musée, voilà, vous avez ça avec une belle installation. Là, c'est tout propre. Hein. Mais là, c'est très récent. Vous allez voir donc ces sons-là qui sont manipulés en direct, avec des gens qui passent, d'ailleurs avec des enfants, parce qu'il faut mieux aimer les enfants quand c'est un peu idiot.
Vous voyez, voilà. Là, on est vraiment en live, le son en direct. Ça passionne le public, hein, vous avez remarqué. Hein. Ah, il y a un petit intérêt là. Léger, léger. Mais vous voyez, là, on est vraiment dans la modernité. On est vraiment dans l'entrée du XXe siècle. Et c'est grâce à ça qu'on va commencer à rentrer dans une nouvelle forme de musique qui va être produite à partir d'objets sonores. Mais quelque chose que vous venez d'entendre là, bon, là, c'est fait en direct. Mais quand on a entendu l'enregistrement de 1924, quand on a entendu ces sons-là qui viennent justement de cette époque-là, c'est que cette musique qui va devenir une musique dite électro, elle ne peut pas avoir existé sans les appareils pour pouvoir enregistrer ces musiques-là. Et je finirai là le cours là-dessus, c'est qu'il y a un moment où, forcément, il y a des gens qui ont, et c'est un bouleversement dans l'histoire du monde, en fin de compte, hein, il y a différents bouleversements dans l'histoire de la musique. Vous avez la polyphonie en l'an 1000, l'écriture musicale, vous avez l'imprimerie, voilà, au XVe siècle, l'imprimerie, etc. Et vous avez au XIXe siècle la notion de l'enregistrement sonore. Toute la musique où les sons, etc., vont pouvoir être enregistrés. Alors, la première tentative, c'est un monsieur qui s'appelle Édouard Léon Scott de Martinville, que vous connaissez bien entendu, qui est français, qui est né en 1817. Imaginez 1817. Beethoven a 47 ans en 1817. Et Schubert a 20 ans. Et il est né vraiment dans le début, en fin de compte, on va dire, c'est le début du romantisme. Hein, les débuts de la musique romantique. 1817, et il mourra en 1879. Donc là, en 1879, eh bien, Satie a déjà 13 ans. Vous voyez, c'est pas mal, comme Kandinsky d'ailleurs. Et Debussy a 17 ans. Voilà. Non, qu'est-ce que je dis ? Je dis n'importe quoi. C'est Satie qui a 13 ans. Donc, oui, Debussy a 17 ans. Oui, c'est ça. Oui, non, je ne dis pas n'importe quoi. Donc 1879, Debussy est bien né en 1862. Donc ce monsieur-là imagine un appareil qui va enregistrer le son et qu'on va appeler le phonotographe, avec un AU, autographe, hein, phonotographe, P-H-O-N-A-U, le phonotographe. Et il enregistre quelque chose le 9 avril 1860. Vous vous rendez compte, le 9 avril 1860. Mahler va naître cette année-là, Gustave Mahler, en 1860. Il enregistre quelque chose, sauf que son appareil ne peut pas reproduire ce qu'il a enregistré. Donc il y a une trace, c'est une trace sur un papier qui a enregistré un son. Il s'enregistre lui-même. Et vous savez à quel moment on a pu enfin décoder son appareil, son phonotographe ? En fin de compte, c'est une équipe américaine qui s'appelle First Sounds, qui a réussi à décoder cet enregistrement en 2007. Il a fallu attendre longtemps.
parce que ce n'était pas forcément évident. Mais le phonotographe avait réellement enregistré. Alors nous allons écouter. Alors, phonotographe. Non, phonotographe. Est-ce que je peux la voir ou pas? Voilà. Enregistrement de 1860, c'est le plus ancien enregistrement de l'histoire de la musique. Donc c'est lui-même, Édouard Léon Scott de Martinville, qui enregistre quoi? Il chante au clair de la lune. Parce qu'il ne savait pas, il y avait une super idée, la super idée qu'il fallait, c'est il chante au clair de la lune, et voilà ce que ça donne, puisque c'est un enregistrement de quelques secondes, bien entendu, ça ne va pas très très loin, et l'enregistrement est bien entendu d'époque, 1860. On reprend du début quand même, on va la voir un peu en entier. Et voilà, ça c'est la trace enregistrée. Voilà, vous avez vu donc le premier enregistrement de l'histoire. C'est touchant quand même, parce que c'est un vrai bouleversement. Mais bon, étant donné qu'il ne pouvait pas le reproduire, oui, c'est enregistré d'ailleurs, il y a une trace, c'est bien, mais enfin, bon, on ne peut pas le réécouter. Et qui va arriver un peu après lui et qui va créer le phonographe, le gramophone, en 1877, eh bien, c'est Thomas Edison, qui lui est né 30 ans après Édouard Louis Scott de Martinville. Il est né en 1847 et il décédera en 1931. Donc je pense qu'il verra absolument l'évolution de l'enregistrement de la musique, puisqu'il le vivra réellement à son époque. Et c'est lui qui va enfin pouvoir inventer un appareil qui non seulement enregistre, mais reproduit ce qu'il a enregistré, sous un angle très simple, c'est un peu le même principe, avec une manivelle, phonographe. Voilà, le principe du phonographe, ça, voilà, c'est ça, vous connaissez le principe. Donc il y a un rouleau de cire qui grave le son, en fin de compte, et ensuite on peut reproduire, avec le rouleau de cire, avec la manivelle, reproduire le son à partir de ce qui est gravé dans la cire. Donc ce qui va donner, bien entendu, le cylindre va passer après à la platitude du disque, du vinyle, en fin de compte, des premiers disques de cire, pas vinyle, des disques de cire qui vont être peut-être plus simples à projeter avec un élément qui tournera, en fin de compte, automatiquement et qui sera plus facile à manipuler qu'un rouleau. Voilà, donc, est-ce que je peux avoir voilà, un effet ou pas? Oui, un peu plus loin, c'est mieux, peut-être. De fente laquée, deux courtes potences supportent un cylindre. Oui. Le filet de ce pas de vis repose sur un couteau mobile. Ce système, avec une manivelle qui commande l'axe, assure au cylindre un double mouvement, une rotation sur lui-même et une translation horizontale. Le cylindre présente à sa surface une rainure hélicoïdale dont le pas est exactement celui de la vis de l'axe. Bon, on va essayer Dirigé d'avancer. vers le cylindre. Il y a la petite pointe qui vient graver. Enfin, une vis à main traverse la tête de lecture dans sa partie inférieure. Elle permet, par un réglage micrométrique, de contrôler la pression de la pointe sur le cylindre. Voilà. Et donc on peut... Pour obtenir des enregistrements, le problème était de choisir une matière suffisamment malléable. Avant d'en venir à la cire dans ses premières réalisations, Edison utilisa de la feuille d'étain. L'expérience consiste à emboutir plus ou moins le métal dans le sillon du cylindre. En abaissant le couteau,
Libérant ainsi le pas de vis, on décale vers la droite le cylindre en position de début d'enregistrement. Puis on replace le couteau dans la position initiale. On abaisse alors la tête de lecture et on règle minutieusement la pression de la pointe sur l'étain au moyen de la vis à main. Ensuite, actionnant la manivelle, on applique la bouche contre le pavillon et on prononce des mots avec une voix soutenue. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait à... Dans ces conditions, à toute rotation du cylindre, suivra une rainure dans l'étain, dont les modulations correspondent à celles de la voix. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà. Nous l'allons Et à la montrer fin, tout- nous Au avons... départ, on replace la tête, qui maintenant va servir à la lecture. On actionne à nouveau la manivelle, à la même vitesse que pendant l'enregistrement, en tâchant de produire un mouvement aussi régulier que possible. Voilà. Voilà. Voilà le premier appareil de reproduction sonore. Vous voyez à quel point c'est encore très primitif comme effet sonore et tout ça. Et bien sûr, ça va évoluer très très vite. Technologiquement parlant, il va y avoir de plus en plus d'éléments. Et d'ailleurs, le phonographe, comme le gramophone, vous voyez que d'où vient Deutsche Grammophon d'ailleurs, la grande maison d'édition allemande. Et éventuellement, il y a aussi EMI, vous savez, EMI avec la voix de son maître. Vous avez un chien à côté d'un phonographe qui vient d'ailleurs d'une peinture. Je ne sais pas si je vous le montre, mais qui a été exploité justement pour cette industrie de l'enregistrement sonore. Mais la voix de son maître, gramophone. Voilà, c'était ça là. Ouais, ce que vous voyez là avec le chien qui reconnaît a priori la voix qui est enregistrée. C'était le principe même. Mais la voix de son maître, c'est aussi un tableau. Si je l'ai, si je ne l'ai pas, je vais vous le chercher. La voix de son maître. Tableau. Voilà, peint à la fin par Francis Barnaud, fin du 19e siècle. Voilà, c'était ça, et qui est devenu logo après. Bien entendu, il n'y avait peut-être pas de... qui est devenu le logo de EMI. Donc, a priori, c'est le chien qui reconnaît a priori la voix de son maître qui était enregistrée. Donc tout ça, ce sont ces prémices-là, parce qu'on enregistre forcément la voix humaine, mais de là à enregistrer, étant donné que des compositeurs au début du XXe siècle utilisent des objets sonores, de là à les enregistrer et à commencer à les manipuler, et là nous commençons à rentrer dans l'ère de la musique électronique. Mais bon, au départ, on n'appelle pas ça musique électronique, et nous commencerons donc le samedi prochain sur ce que l'on appelle la musique concrète, qui va arriver après la Seconde Guerre mondiale. Et il va y avoir donc des pionniers de cette musique dite concrète. Pourquoi concrète ? Parce qu'on enregistre des bruits réellement concrets, des bruits alentours. Ça peut être des bruits d'instruments, des formes donc sonores d'instruments, mais aussi des bruits tout à fait courants liés aux machines, liés à tout ce que le XXe siècle nous amène, en tout cas comme modernité, comme nouveauté. Voilà, nous avons une introduction là aujourd'hui sur cette idée que, vous voyez, la musique électro, elle ne tombe pas comme ça du ciel. Il y a eu quelques décennies de travail entre la machine à enregistrer et à reproduire, et les effets les plus provocateurs des premiers compositeurs qui essayent de travailler sur le bruit plutôt que sur l'instrument, en fin de compte. Erik Satie, Luigi Russolo, puis d'autres aussi. Bien entendu, on va développer toute une forme d'instrumentarium, mais après, l'enregistrement va faire le reste, c'est-à-dire on va pouvoir, en fin de compte, écouter ou donner des concerts de musique, a priori, sans forcément de présence musicienne. Voilà. Ce sera aussi l'avènement de la musique dite concrète. Donc nous repartirons là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à écouter aussi sur les créations, justement, qui arrivent après cette Seconde Guerre mondiale, en rappelant quand même que, vous voyez, Parade
où Luigi Russolo a annoncé en 1913 l'art des bruits, et on rentre dans la Première Guerre mondiale, et que Parade est créé en 1917, alors que la Première Guerre mondiale n'est pas encore terminée. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui est assez bouleversant à tout niveau, à cette époque-là. À la fois dans l'art, dans la pensée, dans la philosophie, mais aussi dans la société, dans le monde. C'est quand même, la Première Guerre mondiale n'est pas du tout un petit événement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute.